Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Voici le sommaire du jour. Mon invité, c'est Sébastien Maire, délégué général de France Ville et Territoires Durables. Il nous dira comment rendre ces territoires plus résilients, notamment face aux crises climatiques. Dans notre débat, on fera le bilan de la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue à Nice. Et puis surtout, on verra comment sensibiliser à la protection des milieux marins. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, la bonne idée du jour, elle est signée Géoclay qui propose un ciment écologique à base d'argile issu de l'économie circulaire. 3 thèmes, 30 minutes pour les explorer, c'est parti. L'invité de ce Smart Impact, c'est Sébastien Maire. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes délégué général de France Ville et Territoires Durables, association qui a été créée en 2019. Avec quelle mission ? Avec la mission de repérer et de rediffuser le plus largement possible des méthodes, des outils et des solutions qui fonctionnent pour accélérer la transition écologique énergétique des territoires et en même temps les faire monter en résilience. Et quand je parle de territoire, je parle d'un territoire avec tout ce qu'il contient, c'est-à-dire aussi bien les habitants que les collectivités et les entreprises et le tissu économique. Aujourd'hui, on est assez en retard sur un nombre de sujets et pour protéger notamment nos entreprises et l'action économique, on a besoin de changer de certains paradigmes. Oui, je disais dans les titres que vous proposez un certain nombre d'éléments, boîte à outils, réseau aux élus locaux, mais aussi aux entreprises. Exactement. C'est tout l'écosystème territorial qui peut bénéficier de votre action, c'est ça ? C'est exactement ça, en partant du principe que personne n'a la solution tout seul. Oui. Et que dans la mise en œuvre des actions nécessaires, il faut le faire ensemble et qu'on a besoin de renforcer en amont les réflexions, le partage de vision entre ces différents acteurs publics et privés pour qu'ils se mettent d'accord. Mais est-ce que c'est si facile de les faire dialoguer ? J'imagine que maintenant, en 6 ans, vous avez pas mal d'expérience, mais au départ, c'est parfois des langages un peu différents, des états d'esprit un peu différents. Ça a fait partie des obstacles qu'il a fallu contourner ? Oui, mais je dirais c'est à la fois un obstacle et une chance. Oui, c'est une richesse. Parce que c'est cette diversité d'approches, cette diversité de points de vue qui permet de trouver des solutions qui fonctionnent. Oui, mais quand on a avant, ils ne se parlaient pas forcément. Voilà, alors ils se parlent quand même. S'il y a quand même des instances, peut-être un peu trop officielles d'ailleurs, qui permettent ces rencontres entre les deux mondes. Nous, on est beaucoup sur la logique territoriale, c'est-à-dire sur un territoire donné. Comment, avec les acteurs en place, on peut faire bifurquer les trajectoires. Alors, si on prend quelques exemples, quels services, quelles actions vous avez menées depuis plus de 5 ans au sein de ces collectivités, de ces territoires ? Eh bien, nous organisons par exemple, j'étais encore hier à L'Isle-sur-la-Sorgue avec des maires, des élus et des entreprises de 6 départements où nous montrons qu'il est possible de faire autrement en faisant intervenir des acteurs publics et privés qui ont déjà fait. Ça fonctionne beaucoup mieux quand un maire ou une maire dit à un ou une autre maire j'ai fait ça et ça marche, que quand des techniciens ou des experts comme moi vont le dire derrière un PowerPoint. Et donc notre idée, c'est de mettre en contact les acteurs pour qu'ils puissent s'inspirer les uns et les autres, car aujourd'hui on a toutes les solutions. Alors si on reprend cet événement-là, est-ce qu'il vous vient en tête comme ça des exemples puisque nous, c'est exactement ce qu'on essaye de faire nous ici avec Smart Impact, c'est de partager les bonnes pratiques et de faire en sorte que ce qui marche se diffuse le mieux possible. Est-ce que vous avez un bon exemple de ce qui a été évoqué hier que vous pouvez partager avec nos téléspectateurs, nos téléspectatrices ? Par exemple, il y a quelque chose qui se développe beaucoup aujourd'hui, c'est dans le domaine de l'adaptation des villes, c'est-à-dire comment on prépare nos villes à supporter des canicules à 50 degrés pendant un mois. Elles sont pas du tout prêtes. Ça va arriver vite, plus vite que ce qui était prédit jusqu'ici. Et il existe des solutions qui sont peu coûteuses, qui mobilisent de la donnée et qui permettent d'avoir de multiples points de fraîcheur partout en ville. Par exemple, en utilisant des données, on peut voir à quels endroits il est beaucoup plus facile de déconnecter les tuyaux de gestion d'eau pluviale pour que l'eau s'infiltre dans le sol plutôt qu'elle soit considérée comme un déchet et qu'elle parte dans des tuyaux. Si elle s'infiltre dans le sol, on a la possibilité de planter des arbres qui vont durer, des espaces verts qui vont supporter les arrêtés d'interdiction d'arrosage pendant l'été qui vont devenir la norme, et donc autant d'îlots de fraîcheur partout disséminés dans la ville ou dans le territoire qui permettent de rafraîchir globalement la température. Ça coûte pas cher, c'est possible, mais ça va demander qu'on mobilise parfois un peu de foncier privé.
parfois un peu de foncier public. Et donc, là encore, on a besoin de l'ensemble des acteurs. Vous vous présentez comme un doutant cercle de réflexion et d'action. Les deux sont importants. Là, on parle pas mal d'action, de bonnes pratiques à partager. Sur la partie réflexion, il y a aussi des experts qui vous accompagnent, des chercheurs, vous voyez ce que je veux dire? Parce que pour nourrir des actions efficaces, souvent, quand on parle avec des chefs d'entreprise ici, ils disent « Ok, moi je veux faire des choses, mais je veux être sûr que je vais dans la bonne direction ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'on a un comité scientifique, en effet, qui accompagne tous nos travaux. On a même un doctorant in-house qui travaille sur les indicateurs territoriaux pour les entreprises et pour les collectivités qui permettent de faire bifurquer les trajectoires pour garantir la résilience et des territoires et des entreprises. Donc oui, le cadre logique est important. Et d'ailleurs, ce cadre logique sur la transition écologique, il évolue beaucoup en ce moment. Le développement durable a du plomb dans l'aile, par exemple, parce qu'il est un peu considéré comme un oxymore. Aujourd'hui, on parlerait plus d'équilibre durable que de développement durable, en partant du principe que le développement infini est une idéologie à partir du moment où les ressources qui y sont nécessaires sont-elles en quantité limitée. Donc il y a aussi une révolution culturelle à conduire chez les décideuses et les décideurs, privés comme publics, et c'est une grande partie de notre action. Il y a un mot que vous utilisez souvent, nous aussi, le mot smart city. Qu'est-ce que ça signifie dans l'action d'une association comme la vôtre? Ben, ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire qu'effectivement, au début à sa création, l'association était très tournée vers les logiques de Smart City technologiques, et à l'instar de toute la société, on en est sorti, puisque la Smart City telle qu'elle avait été pensée il y a 10-15 ans, a montré que ça ne fonctionnait pas, que ça finissait par coûter plus cher, et en coût de fonctionnement pour les collectivités, et en impact environnementaux, puisqu'aujourd'hui l'explosion de l'utilisation du numérique est en train de mettre par terre les 20 ans d'efforts qu'on a réalisés sur les transports, sur l'isolation des logements, etc. En quelques années, on perd tout le gain et les efforts qui ont été faits en 20 ans parce qu'on explose le numérique sans discernement. Et donc, ça veut dire que c'est une façon différente de rendre les villes intelligentes et résilientes? Tout à fait, parce que la donnée, elle est utile. On a besoin d'outils technologiques pour, par exemple, mieux décider. C'est-à-dire les outils d'aide à la décision. Aujourd'hui, des outils numériques nous permettent, avec les jumeaux numériques par exemple, certains de nos adhérents les proposent, de mieux anticiper les impacts de telle ou telle solution avant la décision. Parce qu'aujourd'hui, les enjeux sont tels que l'évaluation ex ante, c'est-à-dire avant de réaliser les actions, est bien plus importante que celle d'après, parce que à vrai dire, aujourd'hui, réaliser dans 15 ans qu'on s'est trompé ne nous servira pas à grand-chose. Est-ce que les assureurs sont vos partenaires? Parce qu'il y a des débats de plus en plus importants avec des assureurs qui commencent à moins assurer les villes ou à mettre des primes tellement chères que finalement les élus disent non, on peut plus s'assurer. Et à côté de ça, il y a aussi des outils développés par les assurances pour anticiper les crises, pour mieux les traiter. Donc comment vous travaillez avec les grandes assurances? J'aimerais beaucoup travailler davantage avec les assureurs, notamment parce que, comme vous venez très justement de le dire, leurs données sont extrêmement fiables et bien plus pointues que celles qui sont utilisées par les acteurs publics quand ils font un plan local d'urbanisme, par exemple. Aujourd'hui, un assureur, il sait prédire à la parcelle cadastrale le risque d'inondation par ruissellement, le retrait-gonflement d'argile, etc., à la parcelle. Alors que les élus raisonnent encore, ou les services des collectivités, à l'échelle des quartiers, des grands quartiers dans leur zonage. À terme, les deux maisons, l'une à côté de l'autre, risque de ne pas être assurée de la même manière ou à la même prime, parce qu'une va être beaucoup plus sujette, par exemple, à l'inondation par ruissellement, qui est en train d'exploser aujourd'hui et qui n'est pas prise en compte par la réglementation nationale des risques. La réglementation nationale des risques, elle tient compte de l'inondation par débordement, mais pas par ruissellement. Et aujourd'hui, tous les dégâts dans les entreprises, dans les collectivités, c'est le ruissellement, beaucoup plus que le débordement. Les assureurs ont les données. Donc vous leur lancez en quelque sorte un appel? On aimerait beaucoup travailler davantage avec les assureurs, on le fait déjà, notamment dans cet intérêt commun qu'on a à convaincre les élus locaux qu'il est possible de faire autrement et de mieux protéger les biens et les personnes face au monde qui vient. Il y a plusieurs piliers, la sobriété, la résilience, l'inclusion, la créativité avec lesquels vous travaillez. Je voudrais qu'on parle de l'inclusion. Je discutais récemment avec Marie-Amélie Le Fur, la présidente du comité paralympique et sportif français. C'est vrai que les Jeux olympiques paralympiques de Paris, ça a permis d'avancer dans pas mal de domaines. Mais il y a un petit côté parenthèse enchantée et encore beaucoup de travail à faire
faire sur l'accessibilité, notamment dans les villes. Et donc, est-ce que c'est un domaine sur lequel vous travaillez particulièrement, celui-là? Alors oui, on y travaille aussi, mais c'est vrai qu'on a une vision large de l'inclusion, c'est-à-dire c'est pas seulement les personnes en situation de handicap, ça peut être aussi de l'inclusion sociale, culturelle, économique, de numérique, exactement. Bien sûr, les questions d'accessibilité transport, par exemple, au transport en commun, pour les personnes en situation de handicap, sont loin d'avoir trouvé toutes leurs réponses. Néanmoins, là encore, des développements de nouvelles mobilités qui sont faites par des entreprises françaises, qu'on appelle les véhicules légers et intermédiaires. Certains peuvent tout à fait permettre le transport de personnes en situation de handicap. Ça coûtera beaucoup moins cher que de mettre aux normes des stations de métro. Donc peut-être que vu la raréfaction des crédits publics et privés qui seront disponibles pour ces actions, on a intérêt à être plus smart et à réfléchir autrement qu'on ne l'a fait au XXe siècle. Merci beaucoup Sébastien Maire et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, comment décarboner le secteur de l'édition. Comment sensibiliser le grand public à la préservation de l'océan? Voilà le thème de notre débat tout de suite avec Alice Vitou. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes la fondatrice de la Fresque Océane et puis on est également en duplex avec Alexandre Lanoé, le directeur de la Cité de la Mer à Cherbourg. Bonjour à vous et bienvenue. Quelques mots de présentation pour démarrer. La Fresque Océane, c'est quoi ? Nous sommes une association qui a pour but de sensibiliser à l'ensemble des enjeux de préservation de l'océan. Donc ça fait quelques années qu'on existe et pour ça on déploie un atelier qui s'appelle la Fresque Océane, qui est un jeu inspiré de la fresque du climat, qui permet vraiment de manière ludique et coopérative de comprendre tous les enjeux autour des industries maritimes, de la pêche, du climat, de la pollution, tout ce qui va impacter l'océan et donc toutes les actions qu'on va pouvoir mener pour le préserver. Comment et avec qui vous l'avez construite cette fresque? Des scientifiques autour de vous? Comment vous l'avez fait? Alors, je l'ai construite toute seule en 2019 et ensuite je l'ai fait challenger par des scientifiques, un grand nombre, puisque justement, comme le but de l'atelier, c'est de parler de tous les enjeux. On trouve rarement des scientifiques qui sont capables d'aborder tous ces enjeux, donc je me suis adressée à différentes personnes qui ont lu, relu, challengé, qui ont fait modifier ce jeu pour arriver au résultat actuel. Et en fait, il est en amélioration continue. On fait des mises à jour tous les ans pour s'adapter aux nouveaux chiffres qui vont sortir et le faire évoluer comme ça au plus près de la science. Alexandre Lanoé, j'ai pas eu la chance encore de visiter la Cité de la Mer à Cherbourg. Je veux bien que vous me fassiez une petite visite rapide. Écoutez, avec plaisir. Écoutez, nous, c'est un site à la fois culturel et scientifique autour de l'aventure de l'homme et de l'océan. Alors, l'homme sous l'océan aussi, bien entendu, parce qu'on a des engins d'exploration scientifique, on a des engins plus à caractère militaire avec le Redoutable. Et puis, c'est un lieu où la grande histoire a rencontré notre territoire national. Le Titanic s'est arrêté en rade de Cherbourg et a pris des passagers avant le destin tragique qu'on lui connaît. Et nous avons un espace qui est dédié à ça. Donc, tout concourt dans cette espèce de patchwork un peu hétérogène à sensibiliser tous les publics sur la beauté, mais aussi la fragilité. Alors justement, cette fragilité de l'océan, on va en parler. Je crois que vous lancez un dispositif itinérant avec quelle ambition, quel objectif? L'objectif, et même, je dirais, l'origine du dispositif itinérant qui s'appelle la Cité de la Mer s'invite chez vous, c'est d'aller au plus près des publics, tous les publics, mais plus particulièrement ceux qui sont plus éloignés de la culture pour des raisons économiques, pour des raisons sociologiques, pour des raisons financières aussi, il faut bien le prendre en compte, pour sensibiliser sur la culture scientifique de manière générale et plus particulièrement, on le dit notamment cette année avec la conférence des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue à Nice, à la fragilité et à la particularité, la singularité de l'écosystème maritime, parce que en fait, c'est pas parce qu'on va à la plage qu'on se préoccupe de ce que ça représente et de ce que ça implique pour l'ensemble de la chaîne scientifique. Oui, avec en plus tous les interlocuteurs qu'on a reçus avant, pendant cette conférence,
rappelle que c'est une espèce de pollution invisible. C'est-à-dire que quand on regarde la mer, on trouve ça magnifique et on ne se rend pas compte de la pollution qui est en train de s'accumuler. On en reparlera ensemble de cette conférence qui était importante. Peut-être sur la sensibilisation, ce sondage réalisé par l'ADEME, il date de juillet 2023, relativement récent, sur la confiance des 15-25 ans dans le discours scientifique. Et finalement, ça rejoint vos expériences à l'une et à l'autre. 79%, c'est pas mal, des 15-25 ans, estiment que les scientifiques qui étudient le climat évaluent correctement les risques du changement climatique. Comment on s'adresse aux autres, à ceux qui remettent en cause en quelque sorte la parole scientifique, Alice Vitou? Alors en fait, nous, ce qu'on constate, donc je suis également cofondatrice de la Fresque du Climat, et effectivement, il y a un sujet qui peut être justement de méfiance par rapport aux scientifiques sur le climat. Sur le sujet de l'océan, c'est un peu différent, parce que malgré tout, il y a certes des choses qui sont invisibles, mais l'océan, on le voit, quand on va se baigner régulièrement, on voit bien qu'il y a de la pollution. Quand on se baigne, on voit qu'il y a de plus en plus de plastique. Je trouve qu'il y a moins de remise en question des sujets de l'océan, notamment liés à la pollution, par rapport à la pêche, par rapport aux industries maritimes. Donc en tout cas, c'est un sujet qui est moins prégnant, en tout cas je trouve, dans les ateliers qu'on fait aux jeunes. Nous, la Fresque Océane, on le démarre en classe de CP. Donc on a une version junior pour les plus jeunes et ensuite pour les collèges, les lycées. Je trouve que ça, en tout cas, c'est plutôt facile de toucher avec ce sujet-là et on a plutôt une bonne confiance, en tout cas, dans notre public sur ce qu'on va amener comme données. Je vous pose la même question, Alexandre Lanoé. Est-ce qu'il y a une partie du public sceptique, difficile à convaincre sur ces thématiques? Non, pas du tout. Moi, je rejoins Alice Vitou dans son analyse. C'est les publics, quels qu'ils soient, quel que soit l'âge, sont vraiment sensibilisés à ce sujet, puisque c'est quelque chose qu'on voit, c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose aussi dont on nous parle tous les jours. Et plus particulièrement, je pense, aux 15-25 ans, puisque nous, on a aussi une forte action pédagogique auprès non seulement des 15-25 ans, mais aussi des 3-18 ans. Ils sont sensibles à ça parce qu'on en parle tous les jours. Les médias en parlent tous les jours et ça, c'est extrêmement important. Le rôle de l'éducation aux médias et notamment de transmettre cette parole scientifique qui est fondamentale. Et puis, les réseaux sociaux aussi, c'était vraiment à la fois un catalyseur, mais quelque chose qui va donner encore plus d'écho et de puissance dans la transmission à la fois de l'alerte, mais aussi de l'analyse et donc du discours scientifique qui est étayé. Donc, de fait, entre ça plus ce qui est visible, palpable, forcément, on a des gens qui sont convaincus et qui deviennent aussi, au-delà d'être convaincus, des ambassadeurs et des gens qui vont chercher à convaincre leur entourage de ce problème. Oui, c'est vrai que les jeunes peuvent être prescripteurs. C'est assez intéressant de voir un relais extrêmement d'entraînement. important. Effectivement, on le voit. Alors, pour moi, il faut quand même faire attention à ça. Donc oui, c'est un vrai relais. On le voit même chez les plus jeunes. Ils vont en parler chez eux. Et moi, j'ai des échanges, notamment avec des parents ensuite, qui vont pouvoir se poser des questions et vouloir aller plus loin parce que leur enfant, justement, a ramené en fait, ces sujets à la maison. Pour autant, je pense qu'il faut faire attention. Je croise beaucoup de personnes qui disent oui, il faut absolument aller dans les écoles. Ce que vous faites, c'est génial. Il faut sensibiliser plus jeunes. C'est la génération de demain, etc. Ne perdons pas notre responsabilité par rapport à ça. Oui, il faut sensibiliser les plus jeunes. Aujourd'hui, c'est nous. Exactement. Et vu l'état d'urgence au niveau global, donc bien sûr au sujet de l'océan, mais climatique, biodiversité et autres, ceux qui sont quand même, on va dire, aux commandes aujourd'hui, c'est nous. Ça va être les parents, les adultes. Donc voilà, parfois il y a un peu une envie de sensibiliser les jeunes et de dire c'est la génération qui va agir. Non, c'est vraiment notre génération qui doit agir. Cette fresque Océane, Alice Vitou, vous la déployez aussi en entreprise ? Bien sûr, en fait, notre but, c'est vraiment de toucher tous les publics. Donc ça va être bien sûr dans les écoles, des ateliers citoyens, dans des collectivités, des institutions et des entreprises. On a adressé aujourd'hui plus de 200 entreprises dans lesquelles on a fait des ateliers, tout format confondu. Et pour nous, c'est extrêmement important pour deux raisons. La première, ça va être d'adresser justement le business model de l'entreprise, voir comment on peut sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils puissent ensuite faire changer les choses. Et ensuite, ces personnes collaboratrices ou collaborateurs sont également des citoyens. Et donc, il y a aussi l'impact de leur prise de conscience et ensuite du passage à l'action des personnes à titre individuel. Vous travaillez avec on les a souvent reçus, la Convention des entreprises pour le climat, par exemple. Tout à fait, je suis copilote du parcours Océan qui a été lancé dans le cadre de l'année de la mer.
Donc c'est un parcours qui a démarré au début de l'année. Nous avons 90 dirigeants qui se sont engagés donc, dans d'entreprises très variées, de secteurs d'activité vraiment très différents, pas uniquement du maritime, mais vraiment voilà, du retail, des cosmétiques, du conseil. Et donc c'est un parcours qui va accompagner ces dirigeants tout au long de l'année pour les sensibiliser, les aider à comprendre ces enjeux et à revoir leur business model dans le cadre des limites planétaires. Alexandre Lanoé, quand il y a ce discours, cette sensibilisation qui est proposée, soit dans le cadre de la Cité de la Mer, soit avec ce discours itinérant, on va dire ça comme ça, qui le porte le mieux pour vous? Est-ce que c'est un marin, un aventurier, quelqu'un qui a participé au Vendée Globe? Est-ce que c'est un scientifique qui arrive avec ses connaissances et son aura de scientifique? Est-ce que c'est un journaliste? Qui pour vous porte le mieux ce type de message? J'aurais tendance à dire un peu tout le monde. Ça dépendra aussi des thématiques, ça dépendra du public visé, que ce soit un public purement scolaire qui est de niveau maternel ou de niveau lycée, et au-delà, un public plutôt adulte, citoyen. C'est des choses qui doivent être partagées. Là où nous, on a la chance, mais comme beaucoup de nos confrères dans un certain nombre de sites, qu'ils soient à Brest ou à Boulogne-sur-Mer, de travailler avec des institutions scientifiques, d'une part, que ce soit l'IFREMER, le CNRS et j'en passe, mais aussi de travailler avec des gens dont la voix apporte de manière plus sur des enjeux politiques, sur des enjeux géopolitiques, des enjeux citoyens aussi, des personnalités telles que Christian Buchet, des marins. Vous citiez les marins. Les marins, en quelque sorte, ce sont des vigies. Et hier, de manière totalement différente, nous recevions Victor Vescovo, qui est un Texan qui finance des explorations scientifiques sur ses fonds propres, notamment dans les différentes fosses océaniques dans la planète. Lui, son discours est de dire il faut convaincre sur le volet économique par rapport à l'ouverture de l'exploitation des fonds marins qui est portée aujourd'hui par les États-Unis. Ouais. Et alors justement, je vous interromps, pardon, merci beaucoup Alexandre Lanoé, mais ça nous amène à cette conférence des Nations Unies sur l'océan. C'est terminé le 13 juin. Finalement, alors on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, et c'est vrai qu'il n'y a pas eu de mesures vraiment contraignantes, mais il y a un mouvement enclenché, vous décidez de retenir ça? Incontestablement. La plupart des personnes qui font le bilan ont un bilan qui peut être un petit peu mitigé, mais à la fois, je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement. Globalement, moi, je pense que le bilan est positif sur la mobilisation, à la fois en zone verte, qui était la zone grand public, également même en zone bleue, où j'ai eu la chance d'aller, donc la zone plus institutionnelle et des négociations internationales. Il y a eu cet événement de l'UNOX cette semaine, mais en fait, ce qui fait aussi la grande réussite, c'est tout ce qu'il y a eu en amont. Il y a eu un événement spécifique pour les acteurs économiques, il y a eu un événement pour les collectivités du littoral. Donc, tout ça fait qu'il y a eu vraiment un grand momentum sur l'océan. Et ce qu'il faut voir, c'est que même si à la fin de cette semaine, il n'y a pas eu de grandes annonces, il y a beaucoup de sujets qui ont avancé, différents processus multilatéraux, le BBNJ dont on parle beaucoup, sur la haute mer, des avancées sur le traité contre le plastique. Tout ça avance petit à petit, ça prend du temps de mettre tous les États ensemble et de les faire ratifier tous ces traités. Oui, mais c'est une étape vers une ratification. Merci beaucoup à tous les deux et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Alex Moubet, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de GeoClay, vous l'avez créé fin 2023 avec Samy Dreux. Et avec quelle idée, c'est quoi le déclic? Alors le déclic, c'est pour pas être très original, oui. C'est Jean-Marc Jancovici. Donc en 2019, je tombe sur ses recherches et au travers de ses vidéos. Et en fait, je me rends compte que la Terre n'a pas des ressources inépuisables. Ouais. Et surtout, je suis ingénieur génie civil, donc je travaille beaucoup avec le béton. Et le béton, c'est un matériau indispensable, mais malheureusement, c'est un matériau qui pollue énormément. Ouais, gros émetteur de CO2. Évidemment. Et donc, en fait, le déclic, c'est ça, c'est trouver une solution pour produire des bétons moins polluants, parce que c'est un matériau indispensable. Et donc, vous créez un béton ou un ciment plus écologique, c'est ça? C'est ça. En fait, pour ceux qui découvrent un peu cet univers, le béton, c'est un mélange de ciment, de cailloux et de sable.
Le ciment, qui est un des constituants, représente 98% de son poids carbone. Donc, quand on veut faire un béton bas carbone, il faut travailler sur le ciment. Voilà, il faut consommer un ciment bas carbone. Et alors, quelle idée vous avez eue? Alors, l'idée que j'ai eue en 2019, c'est d'utiliser les argiles comme matière première. Pourquoi les argiles? Parce qu'en fait, les argiles, quand on les chauffe, elles dégagent de l'eau. Et aujourd'hui, la matière première utilisée pour faire du ciment traditionnel, c'est le calcaire. Et le calcaire, quand on le chauffe, il dégage du CO2. Et le bilan carbone du calcaire, à lui tout seul, c'est quasiment 600 kg de CO2. Donc vous remplacez le calcaire par l'argile dans le ciment. Et alors là où ça devient intéressant, c'est que vous allez récupérer des argiles. On est dans l'économie circulaire. Tout à fait. Alors l'intérêt de ce projet, c'est qu'on ne va pas taper dans les ressources naturelles primaires. Donc on va travailler avec des exploitants de carrières, donc qui exploitent un sable, un caillou, et qui très souvent ont des argiles. Et ils n'en font pas grand-chose, quoi. En fait, pour eux, c'est un déchet. D'accord. Donc c'est stocké quelque part sur la carrière. Et nous, on dit à ces acteurs, on peut valoriser ces argiles qui sont considérées comme un déchet pour vous. Et en termes de qualité, c'est très qualitatif. Ça permet de faire un ciment aussi qualitatif qu'un ciment traditionnel à base de calcaire. Et donc ces acteurs-là, il y en a un paquet. Et d'ailleurs, un de nos partenaires, qui est le groupe Vinci, exploite des carrières et a de très bonnes argiles dans ces carrières. Mais ça veut dire que la filière d'utilisation, de récupération de ces argiles, elle n'existait pas vraiment? Vous avez dû la booster en quelque sorte? Elle n'existait pas. Figurez-vous qu'elle n'existait pas. Elle était un petit peu, ces argiles étaient un petit peu utilisées souvent pour faire des bassins, des fonds de couche sur des bassins d'étanchément, parce que l'argile a une capacité à être étanche, mais il n'y avait pas de filière industrielle pour ces argiles. Donc Géoclé est en train de structurer cette filière de récupération d'argile dans des exploitations de sable et de cailloux. Le secteur du bâtiment, c'est évidemment un gros émetteur de gaz à effet de serre. On y consacre ici pas mal d'interviews et de débats. Les mutations, parce que là vous en êtes une démonstration, elles sont réelles, c'est-à-dire que les gros donneurs d'ordre de ce secteur, ils sont en train de bouger pour vous? Oui, tout à fait. Alors, lors de mon précédent poste, j'étais responsable du sujet béton bas carbone sur le Grand Paris Express, donc à la société, aujourd'hui Société des Grands Projets. C'est un donneur d'ordre, la Société des Grands Projets. Donc une maîtrise d'ouvrage qui écrit ses cahiers des charges. Et l'une des exigences qu'on a écrites en 2020, c'était consommer uniquement du béton bas carbone pour construire le projet. Et ça a fait des petits. À la RATP, c'est le cas aujourd'hui. Il y a des exigences sur l'émission carbone des matériaux. À la SNCF, c'est le cas. Chez ADP, c'est le cas. Donc on voit qu'il y a une prise de conscience générale au niveau des donneurs d'ordre pour inciter les constructeurs à utiliser des matériaux peu émissifs. Votre ciment, il est plus difficile, plus coûteux à produire qu'un ciment traditionnel ou pas? En 20 secondes. Alors, en 20 secondes, on a innové sur le procédé de fabrication qui consomme très peu d'énergie, qui permet d'activer l'argile en quelques secondes. Et comme l'argile qu'on utilise n'est pas une matière première primaire, elle nous coûte peu cher à récupérer. Et donc, à la fin, procédé peu énergivore, argile peu chère en récupération, on arrive à sortir un ciment entre 5 et 10% moins cher que du ciment traditionnel. En plus, c'est moins cher. Merci beaucoup, Alex Moubey. Bon vent à Géoclé. Voilà, c'est la fin de ce Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À demain.